Salut à tous. Je me suis mis dans la voiture pour faire cette intro parce que j'ai commencé dehors mais il fait -2. On se les pèle. Il fait trop froid, laisse tomber. Du coup, je fais cette vidéo pour faire une update sur toutes les modifications que j'ai entamées cet été sur la voiture. J'avais commencé à filmer, mais c'était... La caméra que j'ai là, elle est très bien quand là dans un éclairage comme celui-là où c'est pas très sombre, mais là où j'ai bossé sur la voiture, dans la fosse, enfin au-dessus de la fosse, dans un local pas extrêmement bien éclairé non plus, c'était pas, ça me plaisait pas trop l'image, donc ça, et puis je commençais à manquer un petit peu de temps. Ça me prend beaucoup de temps, mine de rien, de filmer en même temps que je travaille, parce que je fais ça tout seul, donc forcément placer la caméra, couper, reprendre la prise, refaire des prises en même temps que je fais un truc là, ça m'a vite un peu saoulé, je vous avoue. Du coup, au bout d'un moment, j'ai dit stop, j'ai laissé tomber. Je me suis dit allez, c'est bon, c'est pas grave, je ferai un vlog comme ça là, un petit peu comme j'ai fait pour ma première vidéo. Je ferai un vlog où j'expliquerai tout, je montrerai tout, et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Un autre facteur qui m'a forcé à arrêter de filmer, c'est que entre temps, pendant ces 3 semaines d'août là, je me suis inscrit à 2 track days d'affilée, genre il y en avait un une semaine après l'autre, donc je me souviens plus des dates exactes, hein, mais voilà, je les mettrai ici. Le premier, c'était le Track Day Japan Midnight à Vaison-Piste, vers Chalon-sur-Saône, donc c'était là. Et le second, c'était à Lurcy-Lévis, là. Et là, j'avais clairement plus le temps. En fait, il fallait que je sorte la voiture et que je roule avec pendant au moins 2 semaines pour voir s'il n'y avait pas de problème. Parce que voilà, je pouvais pas me permettre de remonter la voiture et 2 jours après partir au circuit avec. Je sais même pas si tout fonctionne. En plus de ça, faut faire une géo, tout ça. Donc voilà, laisse tomber, il n'y avait plus le temps. J'ai arrêté de filmer et c'est là que je me suis dit allez, c'est bon, je ferai un vlog comme ça sera beaucoup plus simple. Et ça me permettra de finir dans les temps surtout. Voilà. Ça a l'air de tenir là. Du coup, j'ai entamé pas mal de modifications sur le châssis principalement et la boîte de vitesse. Je raconterai les problèmes que j'ai eu en installant ces pièces, ou pas, genre si ça s'est bien passé, hein. Il y en a ça a été, d'autres ça a été un peu plus compliqué. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai sorti le moteur de la voiture pour déjà comme nettoyer la baie moteur parce que c'était absolument une catastrophe, et j'ai remplacé tous les joints du moteur, tous, y compris le joint de culasse, et parce que ce moteur là il pissait de partout, l'huile, le liquide de refroidissement, c'était on voyait même plus, le bloc est tout rouillé et on le voyait même plus parce qu'il était tellement crade. J'aurais peut-être dû laisser comme ça, je pense, mais ce moteur là, le 4AGE d'origine de cette voiture, il marche, ça va. Le ralenti est bizarre et à haut régime, au-dessus de 7000 tours, je sens le moteur qui commence à trembler un petit peu. Il aime pas vraiment monter au-dessus de 7000 tours, ça s'entend en tout cas. Et pour ce qui est du manque de puissance au-delà de 6500 tours, je pensais que mon T-Vis ne fonctionnait pas, mais je pense avoir trouvé une des causes, en tout cas, c'est que mon échappement est défoncé, mais le mot est trop faible pour ça, je pense. En fait, du devant jusqu'à à peu près au réservoir derrière, où ça fait un angle à 90, là, ça va. Mais vers le coude, où ça passe au-dessus du berceau, je vous laisse admirer, hein, c'est absolument... Bon, ça, les plaques, là, c'est moi qui les ai fait, parce qu'il y avait des immenses trous à cet endroit. Et j'ai tenté de mettre un collier, et ouais, voilà, c'était peine perdue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refabriqué une section, tout simplement.
Donc je vous laisse vous moquer de moi, allez-y. N'hésitez surtout pas, hein, franchement, dans les commentaires, allez-y, allumez-moi. Oh my god, bro. Hell no, man. Je suis extrêmement fier de cette réparation. En fait, voilà, je me suis pas emmerdé parce que le coude où ça passe au-dessus du berceau a déjà été refait. Et le tube a été pincé, mais je pense que le diamètre a réduit presque de moitié à cet endroit-là. Et ça expliquerait pourquoi est-ce qu'au-delà de 6500-7000 tours, bah, la voiture elle a plus de puissance. En fait, c'est parce que derrière c'est tout pincé le tuyau. Donc voilà, pour ça je me suis pas. Je pense que là mon magnifique tuyau là que j'ai fabriqué, je pense pas que ça fasse quoi que ce soit vu ce qu'il y a derrière là. Ah, franchement, voilà. Puis évidemment ça fuit toujours, hein, donc fait ce qu'on peut, hein. Donc pour le châssis, la voiture je l'ai mise complètement à poil. J'ai tout retiré, réservoir, durite rigide de frein et d'essence, les tirants, les berceaux, j'ai tout enlevé. Et j'ai envoyé toutes les pièces de la suspension au sablage. Et je les ai faites traiter, donc électrozingage et peinture époxy noir satiné. Voilà, j'ai choisi noir satiné parce que ça fait un look à peu près d'origine. C'est pas trop flashy. J'aime bien, en tout cas j'aime beaucoup le rendu. Ensuite les freins. Donc les freins, j'ai installé des étriers avant et arrière et disques de Corolla G6. Donc c'est plus gros que le diamètre des freins d'origine de la E92. Ça freine beaucoup mieux. Couplé à ça, bien sûr, les Duritavia et le maître cylindre de frein de Lexus LS400. Voilà, maître cylindre de LS400 qu'on voit ici, sur lequel j'ai installé le bocal de la E92 d'origine. Donc c'est complètement plug and play, hein. Je veux dire, c'est exactement le même que celui de la E92, à la différence que le piston à l'intérieur est plus gros. Donc ce maître cylindre, c'est, comment dire, au début quand je l'ai installé, enfin avant que je l'installe, je pensais naïvement que un piston plus gros allait tout simplement donner plus de force de freinage. En fait non, c'est l'inverse du coup. C'est assez spécial comme ressenti. En fait, avec ce piston avec ce maître cylindre de LS400, maintenant j'ai la pédale beaucoup plus dure sur le frein. C'est pas forcément une mauvaise chose en vrai. Il faut appuyer plus fort sur la pédale, c'est sûr. Mais en fait c'est pas tellement. Ça freine pas moins bien, il faut juste appuyer plus fort. Mais moi ça me dérange pas parce que j'ai pu l'essayer du coup sur circuit pendant ces 2 sorties circuit que j'ai fait d'affilée. Et en fin de compte, je suis assez mitigé sur cette modification parce que quand sur la route, rouler sur la route, en fait on freine jamais réellement aussi fort qu'on freinerait sur circuit. On prend moins de G également. Donc on est souvent là à devoir appuyer un peu plus fort sur la pédale pour s'arrêter à un feu rouge et tout. C'est pas extrêmement dérangeant si avoir une pédale de frein dure, moi ça me dérange pas, mais c'est pas idéal, on va dire. Par contre, là où réellement j'ai senti une réelle amélioration par rapport au maître cylindre d'avant, c'est que quand on roule sur circuit, il y a la gravité il y a les forces G qui influent sur notre corps. On est poussé vers l'avant et cette force qui vous pousse vers l'avant vous assiste plus ou moins sur la pression exercée sur la pédale. Donc grâce à ça, c'est mon ressenti, j'ai l'impression, j'ai le ressenti que je peux mieux contrôler mon... Bon, alors là je le refais en voix off parce que j'ai très mal expliqué ce que je voulais dire. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que vu que le poids de mon corps participe à la pression exercée sur la pédale, j'utilise moins de force sur ma jambe pour appuyer, et donc je peux me servir de cette force économisée pour doser plus précisément mon freinage.
J'étais plutôt convaincu, en tout cas sur circuit. Moi ça m'a plu, j'aime bien. Après, voilà, c'est clairement pas quelque chose que je ferais sur une voiture qui fait uniquement de la route, mais sur circuit, en tout cas, c'est clairement une amélioration, pour moi, en tout cas. Après, là, je suis sur des freins origine, d'occasion, je sais pas quel âge ils ont, je sais pas quelle marque c'est. Je pense que le maître cylindre de LS400, avec des Duritavia et des gros freins et surtout des bons freins, je pense que c'est là réellement où réellement ce maître cylindre sera utile. Voilà, c'est clairement si j'étais quelqu'un qui roule un petit peu sur route mais qui fait jamais de circuit, qui cherche pas à mettre des gros freins double 4 pistons ou je sais pas quoi, c'est pas vraiment la peine. Franchement, autant mettre un mètre cylindre d'AE92 neuf. Tout dépend. Après, en fait, c'est plus du ressenti personnel. Ce que j'ai ressenti, moi, comme amélioration, en tout cas, ceux qui font du sim racing, je pense qu'ils pourront comprendre. C'est comme passer d'un pédalier de Logitech G25, comme le pédalier en plastique, là, vous voyez, à un pédalier avec un freinage lot de sel, type Fanatec ou Duo-Singveld ou ce genre de truc. C'est exactement ce ressenti-là que j'ai eu en fait. Il faut appuyer bien plus fort sur la pédale, mais le freinage est plus précis. Je le trouve plus précis, moi. Voilà, c'est mon ressenti tout simplement. Ensuite, pour revenir à peu près au châssis et à la suspension, combiné fileté Tein Flex Z, donc carrossage et dureté réglable, précharge du ressort, tout ça. Donc ce sont des combinés d'AE111 que j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Je les avais achetés pour mon ancienne E11 que je n'ai plus maintenant, ma G6. Donc je les ai montés là-dessus et je suis en kit complet Silen Block Super Pro polyuréthane, Silen Block polyuréthane de marque Super Pro. Donc je les ai fait venir d'Angleterre, donc bon, la douane, voilà. Mais je préfère mettre un petit peu plus et avoir des bons. Je sais que c'est une bonne marque de Silen Block plutôt que de les faire venir. J'en ai trouvé sur AliExpress, mais j'ai préféré mettre l'argent pour de la bonne pièce plutôt. Et très honnêtement, je ne regrette pas parce que là, c'est à pu, hein, mais ça reste roulable en fait finalement. Faut quand même pas prendre les ralentisseurs à plus de 30 km/h, ça commence à faire beaucoup là, mais je m'attendais à un réel bout de bois, mais en fait non, pas tellement. Tiens, en parlant de bout de bois d'ailleurs, les combinés, quand je les ai montés là la première fois, il y a un truc que je savais pas, c'est que Tein, quand il vous livre les combinés, ils sont réglés déjà à la hauteur, c'est à peu près équivalent à du moins 30, moins 40 par rapport à de la hauteur d'origine. Donc là, je les ai pas touchés, là ils sont réglés tels que je les ai reçus, je les ai montés comme ça. Il y a même encore les petites étiquettes seal, tout ça, enfin j'ai encore rien enlevé. Ce que je savais pas, c'est que Tein livre les combinés réglés au plus dur. En fait, il y a 16 clics et ils sont réglés sur le 0. Et 0, c'est le plus dur. Donc quand je suis rentré avec tous mes outils dans le coffre, et ben j'ai retourné ma caisse complètement. Elle s'est retournée dans le coffre là, sur les bosses et tout, parce que les routes de campagne, là c'était spécial quand même, hein. Et là du coup je roule réglé au plus souple sur la route. Ça va, c'est bien. Et sur circuit, je l'ai durci un petit peu, c'est ça qui est bien, j'aime beaucoup ça, les réglages de dureté, ça offre une plage de réglage assez sympa pour rouler sur circuit et sur route. Ça fait un bon compromis finalement. Bon, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le châssis, à part les pièces que j'ai installées, hein, rien de compliqué, ça s'est monté tout seul. Là où j'ai commencé à avoir des problèmes par contre, c'est pour la crémaillère, la fameuse crémaillère d'AE111 avec le pignon de MRS. Alors, monter le pignon de MRS dans la crémaillère, c'était, voilà, vous avez vu ma vidéo peut-être, c'était tranquillou, hein. Monter la crémaillère dans la E92, par contre là ça a été une autre paire de manches. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. J'aurais très bien pu laisser tomber et remettre mon ancienne crémaillère, mais voilà, je voulais vraiment la monter. Et j'ai finalement réussi, mais ça n'a pas été sans difficulté et sans pièces un petit peu custom finalement. Alors en fait, en démontant ma crémaillère d'origine de la E92 et en la mettant à côté de celle de la E111, je me suis déjà rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un
des supports qui n'est pas le même. Allez, ça commence bien déjà. Donc le support proche du pignon, donc celui de gauche, côté conducteur, est plus long. En fait, la crémaillère est plus épaisse de ce côté-là, donc il faut un support plus long. Donc j'ai commandé un support d'AE111 sur un site au Japon directement, parce qu'introuvable, j'arrivais pas à le trouver en France, ça. Malheureusement, il n'est plus produit. Et ça, on me l'a dit après que j'ai commandé. Donc forcément, je me retrouve avec une commande annulée et là, je n'ai pas de quoi la monter, ma crémaillère. Donc, je me retrouve avec deux options. Soit je rallonge mon support d'origine de la E92, soit j'installe des cales sur les tiges filetées sur lesquelles viennent se mettre ce support, des petites cales en aluminium. J'ai choisi cette option, hein, d'ailleurs, spoiler. J'ai fait usiner des cales en aluminium, donc pour le déporter légèrement, pour pouvoir monter la crémaillère dessus. Donc ça a marché, ça a fonctionné, j'ai pu monter la crémaillère, mais ça a créé deux problèmes. Le premier, c'est que je n'arrivais plus à monter le support de boîte à l'arrière du moteur, donc qui est sous la crémaillère, puisque ce support, en fait, là il y a le support de boîte, et là il y a le support de la crémaillère. Plus comme ça, mais il y a le support de la crémaillère, et il s'est retrouvé là. Donc en fait, je ne pouvais plus le monter, et à ce moment-là, j'avais déjà monté le berceau. Bon, heureusement que je n'avais pas encore le moteur dans la voiture à ce moment-là, hein, je vous raconte pas sinon. Donc j'ai dû descendre le berceau, monter le support dessus, et remettre le berceau. Et bah ça n'allait pas, ça touchait encore. Donc j'ai dû meuler un bout du support de crémaillère et un bout du support de boîte pour que ça passe. Donc ça a fini par rentrer. Ah oui tiens, non si, deuxième problème. Avec la crémaillère cette fois. Les durites rigides de direction assistée qui viennent se visser au pignon de la crémaillère ne sont pas les mêmes sur la E92 que sur la E111. En fait, sur la E92, c'est un espèce de raccord tulipé, en fait. Donc ça fait un truc comme ça. Et sur la E92, non, sur la E111, c'est des raccords avec un joint torique. Ce n'est pas du tout les mêmes, genre ce n'est pas compatible. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû acheter un insert pour tout simplement convertir le type de raccord de la E92 à la E111. Ça ressemble à ça en fait, tout simplement, avec un joint torique dedans et puis j'ai vissé les durites de la E92 dedans. Ça a marché, ça coûte vachement cher pour ce que c'est, mais voilà. Donc au final, niveau ressenti, franchement, moi je suis pas mécontent parce que j'ai une direction beaucoup plus directe maintenant. Forcément, la voiture, à peine je tourne le volant, ça réagit d'un coup, c'est nickel. Après, je dirais pas que c'est une modification nécessaire sur la E92. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup de se faire autant chier. C'est pas quelque chose qui fera une plus grande différence que des combinés, des freins, des cylindres en bloc. Je pense que la crémaillère, ça peut vraiment venir après. C'est pas quelque chose qui devrait être prioritaire sur une liste de modifications sur une AE92. En vrai, ça va très bien d'origine. Simplement, moi j'aime bien quand il y a moins de tours au volant. C'est une question de ressenti, c'est un peu comme les freins en fait, comme le maître cylindre de l'S400. Finalement, ça dépend de ce que vous recherchez dans votre direction finalement. Ensuite, la boîte de vitesse. Alors ça aussi, j'ai eu pas mal de problèmes avec la boîte. C'est pas des gros problèmes, hein, mais pareil, il a fallu improviser. Alors en fait, cette boîte de vitesse là que j'ai, c'est une C64 de Celica GTS avec un LSD, un pont autobloquant TRD dedans, donc un Torsen ou hélicoïdal, pareil, avec déjà dessus une cloche de 4 AGE. Donc voilà, là elle était prête à être montée dans la Corolla, hein, tout simplement. Mais pas vraiment, parce que les boîtes de Celica, en fait, les Celica ont le sélecteur à l'avant du moteur.
Ce sera mieux là. En fait, les Celica, elles ont le sélecteur à l'avant du moteur, donc je sais pas si on va voir, mais en fait il sort sous la batterie là. Et ça cause deux problèmes. Le premier, c'est qu'il faut les longs câbles qui passent de là jusqu'à là. Donc ça, je les avais, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que j'ai mon thermostat qui est là et ça m'aurait obligé à le relocaliser. J'avais pas du tout envie de faire ça. Donc voilà, déjà de 1. Et le deuxième problème, c'est que il est juste sous la batterie. Et en fait, pour faire passer le sélecteur de ce côté-là, il faut couper le support de batterie. Donc ça veut dire relocaliser la batterie également. J'avais pas non plus envie de faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai improvisé un truc. Enfin, voilà, il a fallu être ingénieux un petit peu. Donc là, on voit là-bas, j'ai tout simplement retourné le sélecteur, tout simplement. J'ai utilisé le sélecteur de ma C160 que j'avais en stock. Et pareil, là, il rentrait tout simplement, il rentrait dans la boîte, tout simplement. Mais ça m'a causé un deuxième problème, un troisième, un dixième problème. C'est que le sélecteur de la C160 est légèrement trop court pour les boîtes de Celica en fait, puisque tout simplement le sélecteur il est en long comme ça de l'autre côté. Et en fait, il y a un espèce de petit guide avec des petites billes, un petit guide roulement tout simplement. Et le problème, c'est que quand je mets la marche arrière, le sélecteur sort du guide et il se désaxe dans la boîte. Donc voilà, ça, quand ça arrive pendant qu'on roule, c'est très très mauvais ça. Donc là, j'avais deux choix. Soit je trouvais un sélecteur de C60, mais introuvable, c'est impossible de trouver des sélecteurs comme ça d'occasion, à moins de trouver une boîte flinguée et de récupérer ça dessus, mais ça reste une solution assez coûteuse. Ou alors, la solution numéro 2, celle que j'ai choisie, j'ai installé une bague en alu qui sert tout simplement d'extension à ce guide, où l'axe glisse dedans et tout simplement empêche le sélecteur de sortir de son logement pendant que je mets la marche arrière, et puis il revient parfaitement en place. Pareil, un truc que je n'ai pas eu à faire, que normalement j'aurais dû faire, mais bizarrement j'ai pas eu à le faire, mais c'est normalement pour passer la marche arrière sur une AE92, il aurait fallu modifier le support du levier en dessous pour pouvoir passer la marche arrière tout simplement. Sinon on ne peut pas passer la marche arrière puisque d'origine c'est une boîte 5. Sauf que là, avec ce combo là que j'ai fait, sélecteur C160 dans une C64, en fait mon débattement entre les deux est super court. Genre là c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Genre c'est très très serré et du coup, j'ai pas eu besoin pour la marche arrière, je peux la passer. Ce qui m'étonne beaucoup d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, mais moi ça m'arrange bien, ça m'a fait gagner du temps. Parce que là, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est vraiment très rapproché les unes des autres. Disons que ça fait presque un short shifter, mais que pour le côté, pas pour le devant. Bon, c'est pas non plus mortel, en vrai, ça va. Et c'est à peu près tout, du coup, pour ce petit vlog update pour les modifications que j'ai fait cet été. Malheureusement que j'ai pas filmé grand chose, mais bon, vous comprendrez que c'était assez compliqué là, avec toutes les petites emmerdes que j'ai eues. Je referai très certainement d'autres vidéos avant ce track day en mars là, pour simplement visualiser un petit peu toutes ces modifications, par exemple la direction, je vais voir si on s'en rend compte à la caméra, pareil pour les freins, quelques gros freinages là, histoire que vous voyez, même si vous le ressentirez pas, mais ça peut, on verra, je ferai des essais, et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, bientôt, peut-être, un jour, peut-être dans 6 mois, je sais pas, allez on verra, à plus.